On a, depuis le début de l'ère industrielle, envoyé dans l'atmosphère à peu près les 2/3 du CO2 qu'on peut mettre dans l'atmosphère sans risque pour le changement climatique. Ça veut dire qu'il ne nous reste plus qu'un tiers d'un budget carbone qu'on a le droit d'envoyer dans l'atmosphère. Si nous continuons sur les tendances actuelles, on aura brûlé suffisamment d'énergie fossile pour envoyer ce 3e tiers de CO2 dans l'atmosphère d'ici 2040. Ça veut dire qu'on est sur une trajectoire qui n'est pas soutenable sous l'angle climatique. Aujourd'hui, dans les émissions de gaz à effet de serre, on a les 3/4 qui proviennent de l'utilisation de l'énergie, de la production de l'énergie, puisque 80% de l'énergie utilisée sur la planète provient des énergies fossiles. Il y a 3 grandes sources d'énergie fossile, le charbon, le pétrole et le gaz. Chaque fois qu'avec les technologies actuelles, on utilise du charbon, du pétrole ou du gaz, on envoie du CO2 dans l'atmosphère. La première des conditions pour concilier croissance économique et action face au changement climatique, c'est de modifier totalement la façon dont on produit et dont on utilise l'énergie. Vous savez que dans le cycle du carbone, la façon dont on traite le sol, notamment suivant qu'on le couvre d'arbres, qu'on le cultive ou qu'on défriche, a des impacts très importants sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'ensemble de l'agriculture et de la forêt contribue à peu près le quart des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, si nous voulons cheminer vers une société bas carbone, il faut totalement reconcevoir la façon dont on produit les aliments, dont on mène l'élevage, en trouvant des pratiques qui permettent naturellement de nourrir la population, naturellement de bien la nourrir, et je dirais même de mieux la nourrir, mais sans émettre de gaz à effet de serre. Concrètement, ça renvoie à 2 types de questions. La première, c'est quel est notre mode de consommation alimentaire. Suivant qu'on a une consommation alimentaire qui utilise beaucoup de produits animaux, et notamment beaucoup de viande bovine, on émettra beaucoup plus de gaz à effet de serre que si on a un modèle alimentaire qui est plus économe en protéines animales. Le deuxième volet concerne les mises en valeur agricoles, l'utilisation des engrais chimiques et des produits phytosanitaires est l'une des sources importantes d'émissions de N2O, qui est un gaz à effet de serre complémentaire du CO2. On sait que si on poursuit les trajectoires actuelles d'émissions, à la fin de ce siècle, nous risquons d'être entre une hausse moyenne du niveau de la mer comprise entre 60 cm et 1 mètre. 1 mètre d'augmentation du niveau de la mer, qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie? Aujourd'hui, dans le monde, vous avez à peu près la moitié de la population qui est sur des zones littorales. En Asie, vous avez 350 millions de personnes qui habitent sur des deltas. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de mesurer le coût que représenterait pour la société cette hausse du niveau de la mer, et les coûts sont de différentes natures. Vous avez d'abord des coûts qui sont des pertes de production. Le premier effet du niveau de la mer, c'est de saliniser les sols, d'où des pertes énormes de production agricole potentielle. Il faut mesurer ces coûts. Le deuxième point, c'est que si on veut se protéger contre l'augmentation du niveau de la mer, si on veut s'adapter à cet impact du climat, il faut construire des digues, il faut organiser différemment la société. Ça coûte de l'argent, ça peut coûter très cher. Imaginez, Manhattan est dans sa plus grande partie à moins de 1 mètre du niveau de la mer. Vous imaginez ce que coûterait de protéger Manhattan contre une hausse de 1 mètre du niveau de la mer? Et puis, si on est réaliste, on voit bien que cette augmentation de la hausse du niveau de la mer va générer des migrations. Et ces migrations auront un coût, car ce seront des migrations pas du tout choisies, ce seront des migrations obligées. Donc le premier boulot des économistes, c'est d'essayer de mesurer, d'évaluer le coût futur des dommages climatiques.
les solutions les plus efficaces sur le plan économique, et là, il y a un consensus très large des économistes, c'est d'introduire une nouvelle valeur dans l'économie. Cette nouvelle valeur, c'est ce qu'on appelle en langage courant le prix du carbone. De quoi s'agit-il? Je vais prendre un exemple concret pour être plus compréhensible. Aujourd'hui, dans notre économie, les prix de l'énergie reflètent la rareté du stock d'énergie dans le sous-sol et les coûts liés à l'approvisionnement, l'acheminement, le stockage et la distribution de l'énergie. Quel est le problème posé par le changement climatique? C'est qu'en réalité, il y a beaucoup trop de pétrole, de charbon, de gaz sous nos pieds dans des gisements par rapport à ce que peut recevoir l'atmosphère une fois qu'on utilise cette énergie fossile. Il y a donc une deuxième rareté qui n'est pas du tout prise en compte dans l'énergie, dans les marchés de l'énergie. Cette rareté, c'est la rareté de l'atmosphère. L'atmosphère est une toute petite pellicule qui entoure notre planète et nous savons que cette atmosphère ne peut pas recevoir tous ces CO2 qui proviennent de l'énergie fossile parce qu'elle est rare, parce qu'elle est toute petite, l'atmosphère. Et donc, ce qu'il va s'agir de faire sur le plan économique, c'est d'introduire la valeur que nous donnons à cette atmosphère. Depuis le début de la révolution industrielle, nos modèles économiques fonctionnent avec un usage de l'atmosphère qui est gratuit. Autrement dit, depuis que nous exploitons le charbon, le pétrole et le gaz, nous considérons l'atmosphère comme une sorte de réservoir infini qui pourrait recevoir autant de quantité de CO2 que nous avons besoin, nous, d'énergie fossile. Eh bien, la réalité du changement climatique, c'est que cette atmosphère ne peut pas recevoir toutes ces quantités de CO2 qui viennent de l'énergie fossile. Il faut donc trouver un moyen de faire payer par les acteurs de l'économie, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, qu'il s'agisse des ménages, le coût du dommage climatique associé à leur comportement. Vous émettez 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, vous allez payer le prix du CO2 multiplié par les 100 tonnes que vous avez envoyées. Vous réduisez vos émissions de 100 à 50, vous allez gagner 50 fois le prix du carbone. Une fois qu'on a intégré cette valeur du CO2 dans l'économie, on va changer drastiquement les comportements. Exemple, aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des tas d'autres façons de produire l'énergie. Les énergies renouvelables, les éoliens, les panneaux photovoltaïques, demain l'énergie marine. Ces procédés de fabrication ont du mal à rentrer massivement dans le système énergétique. Pourquoi? Parce que c'est plus rentable aujourd'hui de brûler du gaz, du pétrole ou du charbon. Si vous tarifez correctement les énergies en mettant le coût du changement climatique dans les prix de l'énergie, immédiatement vous aurez une rentabilité très importante de ces énergies renouvelables. Aujourd'hui, le consommateur, lorsqu'il achète des produits qui ont utilisé beaucoup de gaz à effet de serre tout au long de leur procédé de fabrication, il ne paye pas les coûts du dommage climatique. Si j'avais un prix du carbone dans l'économie, à ce moment-là, pour le consommateur, l'ensemble des biens et services qui sont fortement carbonés, ça veut dire l'ensemble des biens qui ont utilisé des procédés de fabrication qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, serait plus cher que les biens qui sont sobres en émissions de gaz à effet de serre, et donc spontanément les consommateurs se retourneraient vers les produits qui sont faiblement carbonés. Donc nous pensons que la véritable révolution sur le plan économique, ça consiste à trouver le moyen d'intégrer un prix du carbone qui représente la valeur que collectivement nous accordons à la protection du climat. Et c'est, de mon point de vue, la question centrale de la conférence Paris Climat de 2015. Moi, je pense que ce qui est utopique, c'est de vouloir poursuivre le mode de développement actuel. Parce que c'est quoi les performances de la vieille économie carbonée aujourd'hui? Vous la voyez, vous, la croissance en Europe? Vous voyez, vous, tous les conflits que génère cette course à l'énergie fossile?
voyez bien qu'on a un besoin énorme dans le fonctionnement de notre économie de trouver de nouveaux investissements. Ces investissements ne se déclenchent pas dans l'ancienne économie. Donc, certes, l'introduction d'un prix du carbone dans le système économique international n'est pas une chose facile. Certes, toutes les expériences qu'on a menées jusqu'à présent ne sont pas suffisamment concluantes. Mais je continue à penser que cette utopie, le jour où on commencera à la traduire dans une réalité économique, on va découvrir qu'il y a d'énormes leviers de croissance grâce à l'introduction du prix du carbone dans l'économie. Aujourd'hui, on émet 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 dans le monde. Si je mettais un prix du carbone de 25 $ par tonne de CO2, multiplié 25 par 50, vous verrez que j'obtiens 1000 milliards de dollars. La question, c'est qu'est-ce que je fais de ces 1000 milliards de dollars? Si je trouve les moyens de recycler correctement ces 1000 milliards de dollars, je suis gagnant, je suis 2 fois gagnant, parce que d'un côté, j'ai introduit un nouveau signal dans l'économie, attention, danger climatique, cessons d'utiliser des procédés ou des produits qui émettent des gaz à effet de serre, et deuxièmement, j'ai introduit une nouvelle valeur dans l'économie qui me permet de baisser d'autres charges, notamment des charges qui pèsent sur les facteurs de production, qui me permettent de faire de la redistribution vers les pays ou les classes sociales les plus démunies. Donc on a, à travers la tarification du carbone, un levier extraordinaire pour relancer l'économie. De plus en plus, je suis convaincu que les solutions que cherchent mes collègues sans introduire la valeur du climat dans l'économie sont beaucoup moins efficaces pour relancer la croissance et pour générer de la prospérité, voire générer de l'équité sociale, que la prise en compte du climat dans l'économie. Regardez nos villes. La question des villes est très importante. Il est clair que le fonctionnement des villes telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, ça génère des émissions de CO2. Mais ça génère des tas d'autres nuisances. Les particules dont on parle beaucoup en ce moment pour la santé des populations, ça génère de la congestion. C'est de la perte économique, les congestions. Si on arrivait à reconstruire les villes en fonction de l'obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on trouverait aussi de nouveaux leviers dans des investissements nouveaux qui rendraient non seulement la ville moins émettrice, mais la ville plus agréable à vivre et même la ville plus conviviale pour les citoyens. Donc je pense qu'il faut cesser d'opposer le changement climatique et la prospérité économique. Il faut bien voir que si on prend les bons moyens, en réalité, cette intégration des risques futurs du changement climatique nous permet de générer assez rapidement des bénéfices pour la population. Je prends un autre exemple. Cet exemple est très important dans la négociation climatique internationale, c'est l'exemple de la Chine. Il se trouve que j'étais il y a 15 jours à Chengdu, petite ville provinciale de Chine, 9 500 000 habitants, l'agglomération 14 millions d'habitants, capitale du Sichuan. Le Sichuan, vous avez plus d'habitants qu'en Allemagne fédérale. Et probablement bientôt, le PIB du Sichuan sera au niveau de l'Allemagne fédérale au rythme où vont les choses. Le premier problème lorsqu'on arrive à Chengdu, c'est la respiration. On ne peut plus respirer parce que le système énergétique est totalement basé sur le charbon. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le gouvernement chinois, qui est en train de modifier assez radicalement sa position par rapport au changement climatique dans la négociation internationale, et c'est fondamental, car aujourd'hui, la Chine, c'est de très loin le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, et c'est de très loin la puissance économique qui compte le plus en termes d'inflexion de ces trajectoires. Pourquoi est-ce que les Chinois ont intérêt à aller vite sur la lutte contre le changement climatique? Et ils s'y mettent rapidement, y compris sur la tarification du CO2, le prix du carbone. Tout simplement parce qu'ils ont non seulement pris conscience des risques futurs du changement climatique, mais de la possibilité d'améliorer très rapidement la vie de leurs concitoyens dans ces immenses agglomérations urbaines dans lesquelles on ne peut plus respirer à cause du charbon. Le premier point, c'est que
On est dans une gouvernance qui est héritée de la Seconde Guerre mondiale et on voit bien que dans cette gouvernance, on sait très mal gérer ces problèmes globaux de changement climatique, mais c'est pareil pour l'océan. L'océan appartient à tout le monde, c'est-à-dire à personne, et donc on l'abîme. On sait très mal gérer la réduction de la biodiversité parce que c'est un problème global. On a quand même quelques expériences réussies. La lutte contre la protection de la couche d'ozone, qui est probablement le premier cas d'école d'une pollution globale, a été menée avec succès dans le cadre des Nations Unies avec un accord international qui s'appelle le Protocole de Montréal, qui avait été signé en 1987. Et c'est intéressant de voir quels étaient les ingrédients de cet accord. Il y avait une volonté politique forte des États. Si on n'a pas cette volonté politique, on n'a rien. Il y avait derrière un système de mesures objectifs et indépendants, et on a mis derrière les bons instruments économiques. Donc pour le climat, il faut arriver à ces trois piliers d'un accord climatique: un engagement fort des gouvernements, un système indépendant et efficace de mesure des émissions et de mesure des actions que mène chacun des gouvernements, et les bons instruments économiques. Alors, il y a des États qui s'opposent. Et si on fait une petite géopolitique du changement climatique très rapide, on voit qu'il y a des États qui, évidemment, n'ont pas intérêt à court terme à rentrer dans l'action. C'est qui ces États? C'est d'abord les producteurs et les exportateurs des fossiles, puisque ces pays savent très bien que si on rentre dans une dynamique d'action contre le changement climatique, eh bien, non seulement on va utiliser moins d'énergie fossile, mais assez rapidement, le prix de ces énergies fossiles vont baisser. Donc il y a des intérêts économiques de court terme. Il faut que dans une négociation, on intègre ces intérêts économiques et il faut qu'on trouve des solutions par la négociation. Il y a des pays qui n'ont pas un intérêt à court terme à agir vite contre le changement climatique parce qu'ils vont avoir des bénéfices du changement climatique. C'est le cas du Canada que vous avez cité. C'est le cas de la Russie. Ce sont des pays qui sont, comme vous le savez, situés au nord de l'hémisphère nord, et dans une grande partie de ces territoires, les facteurs qui limitent, par exemple, la production agricole, par exemple, la recherche de nouvelles sources minérales, la recherche de nouvelles sources énergétiques, c'est le froid. Et donc, si ça réchauffe, on réduit leurs contraintes à moyen terme. Il faut prendre en compte ces intérêts géostratégiques dans la négociation. Et puis, vous avez un problème probablement le plus difficile à gérer dans la négociation, c'est la question des pays en voie de développement et de la façon dont on peut concilier l'action contre le changement climatique et le développement des pays moins avancés. Et je pense qu'il faut bien dissocier le cas des pays moins avancés des pays émergents. Dans les pays émergents, des pays comme la Corée, des pays comme la Chine, des pays comme le Brésil, on a déjà une dynamique de développement, des classes moyennes qui apparaissent, donc on n'est plus dans la situation des pays les moins avancés. Pour ces pays-là, il faut travailler sur deux choses. La première, c'est que si on veut avoir une adhésion large pour un accord climatique universel, il faut trouver un accord qui donne des moyens supplémentaires de développement pour les pays moins avancés. Il faut donc faire des transferts de ressources, qui ne sont pas que des ressources financières, qui sont aussi des transferts de ressources technologiques, qui sont aussi des transferts de ressources humaines pour accélérer l'accès au développement des pays les moins avancés. Pour les pays émergents, il faut rapidement réfléchir à des voies alternatives de développement. Si tous les pays émergents refont le même historique de développement qu'ont fait les pays développés, on va dans le mur. Donc ceci veut dire qu'il faut que ces pays sautent des étapes que les anciens pays industrialisés ont eues dans le passé pour aller directement vers une économie bas carbone. Et je crois que de plus en plus, lorsqu'on travaille sur ces problématiques, on s'aperçoit qu'il y a des possibilités de faire les villes différemment qu'on les a faites, d'organiser le système urbain différemment que ce que nous avons fait,
de développer des systèmes énergétiques, et notamment des systèmes de distribution électrique qui ne reproduisent pas les énormes réseaux électriques qu'on a développés dans nos pays. C'est un peu comme pour la téléphonie. Prenez l'exemple, le parallèle avec la téléphonie est très intéressant. Si on avait voulu construire le réseau de téléphonie fixe en Afrique subsaharienne, en Asie centrale, comme on a créé, nous, notre réseau de téléphonie fixe depuis 1920, assez mal du reste en France, jusque dans les années 70-80, jamais il n'aurait le téléphone aujourd'hui dans les campagnes camerounaises ou dans l'Asie centrale. Et ils ont le téléphone grâce au mobile, parce qu'on n'a pas reproduit cette construction des réseaux énergétiques. Aujourd'hui, avec le système extraordinaire qu'on a des nouvelles technologies, des mesures, avec les progrès qu'on va faire sur la production décentralisée, sur le stockage décentralisé de l'énergie, on peut faire des sauts technologiques très rapides pour que ces pays puissent concilier la poursuite et même l'accélération de leur développement avec l'utilisation de sources d'énergie non fossiles. Est-ce qu'on peut faire confiance aux progrès techniques qui apparaîtront demain pour justifier une inaction face aux émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui? Alors, je dirais d'abord que les solutions que je préconise reposent aussi sur des progrès techniques que nous devons accélérer dans des tas de domaines. Le domaine de la production et de la distribution énergétique, on en a parlé, mais également tout le domaine de l'agronomie et de la production agricole. Et c'est un point très important. Dans le monde après-guerre, on a eu ce qu'on a appelé la révolution verte, qui était un progrès de la génétique. On a, grâce à la science génétique, adapté le matériel vivant, c'est-à-dire les semences et les races animales, à des conditions de production dans des pays en voie de développement. Avec le changement du climat, il faut énormément amplifier cet effort de recherche sur le matériel vivant pour que les agriculteurs, les paysans, partout dans le monde demain, aient effectivement des possibilités de continuer à développer leur production compte tenu des conditions climatiques de demain. Alors, est-ce qu'on peut raisonnablement faire le pari que dans 20 ans, 40 ans, on va trouver une recette technologique majeure qui va résoudre tous les problèmes? Moi, je ne ferai pas ce pari. Et je ne recommanderais à personne de faire ce pari. Face à des risques majeurs, si on attend d'avoir l'ensemble des preuves scientifiques et l'ensemble de la connaissance scientifique sur l'émergence de ce risque, on arrivera toujours trop tard. Et l'histoire, elle est pleine de cas où, au nom d'une certaine incertitude scientifique, on a repoussé l'action. Moi, je dis, le principe de précaution, c'est un très bon principe, et si on attend d'avoir toutes les preuves et toute la connaissance scientifique sur le changement climatique, on ne fera jamais rien, et on aura un énorme boomerang, à savoir qu'on aura des impacts énormes du changement climatique sur nos sociétés sans avoir pris l'élémentaire précaution d'appliquer ce principe de précaution.